Salut à tous, c'est Nico et bienvenue dans votre récap de la semaine où on va parler évidemment des précommandes, mais du coup comme c'est majoritairement du Old World et qu'ils ont fait des trucs super intéressants sur ce jeu, on va en parler aussi dans notre deuxième sujet principal. Je vais vous parler aussi de Warhammer Academy, le truc qu'ils ont annoncé pendant les reveals, et ce que j'en pense, et ce que je pense que ça va servir à quelque chose ou pas. Je vais vous faire le petit récap d'une partie que j'ai fait en Emperor's Children contre des Tyrannides, qui était vraiment cool et qui montre que la V11 vraiment par défaut en fait on s'amuse un petit peu plus que la V10 et puis je vais conclure avec ce que j'ai peint. Bon, juste avant de démarrer, je voulais vous rappeler qu'on a un petit tournoi 2v2 à Brest, ça a lieu les 18 et 19 juillet, donc vous connaissez le principe, c'est deux équipes, enfin deux joueurs à 1000 points chacun qui forment une équipe, et vous allez affronter d'autres équipes. C'est en V11 du coup, c'est le premier tournoi en V11 qu'on fait à Brest, on a déjà 18 équipes qui sont intéressées, enfin qui sont même inscrites, y compris moi et l'autre Nico. Donc si vous voulez nous rejoindre et nous affronter, que vous pouvez vous libérer ce week-end-là, n'hésitez pas. J'ai laissé le lien dans la description vers la page mini headquarters, comme ça vous pouvez vous inscrire si vous avez envie. Si vous pouvez vous libérer et venir en Bretagne pour jouer, n'hésitez pas, ça va être fun. Le 2v2 c'est toujours cool, c'est toujours des armées un peu what the fuck, un peu marrantes. Il y aura qu'une seule disposition d'armée par équipe, donc parmi toutes les dispositions auxquelles vous avez accès, vous devrez en choisir une qui sera la même pour tout le tournoi. Les deux joueurs n'ont pas forcément besoin d'avoir la même. Ça va être vraiment fun, je pense. Nous, on y va du coup avec l'autre Nico et on a fait une petite liste qui, on pense, va être vraiment rigolote et qui en plus n'a aucun sens sur la table, donc ça va être sympa. Si vous pouvez vous libérer, n'hésitez pas, le lien est dans la description. Alors, les précommandes de la semaine, eh bien c'est du Old World, mais c'est du Old World qui est fait de manière extrêmement efficace, je trouve, puisque vous avez un nouveau set de démarrage qui est beaucoup mieux que les précédents, on en parlera rapidement après pour dire pourquoi, mais en gros, bah, vous avez deux armées dedans. Plutôt que de devoir acheter une boîte d'une armée avec le livre, votre pote doit acheter une boîte d'une armée avec le livre, voire même des bataillons qui n'ont pas le bouquin dedans, un de vous deux doit se fendre du bouquin, ça fait un investissement de départ énorme. Là, en l'occurrence, vous achetez une boîte, vous avez de quoi jouer deux armées, ils ont fait des règles pour jouer des plus petites armées comme ça, pour démarrer au jeu, c'est vachement moins impressionnant d'avoir ça à peindre que le double dans un bataillon. Vous avez un livre de règles mis à jour avec les errata, les FAQ, etc., ce qui est top, et vous avez en plus un petit bouquin à part pour faire vos listes qui vous évite de trimballer l'énorme bouquin à chaque fois avec toutes les listes de toutes les armées. Ça, je trouve que c'est super bien, et en plus, c'est vachement plus attirant pour la plupart des gens, puisque bah, c'est des armées propres, refaites à neuf. Il n'y a pas une vieille figue dans le moindre de ces kits plastiques ici, ce qui fait que, évidemment, c'est vachement plus attractif. Donc ça, c'est top, je trouve ça très très bien. Vous avez quand même 54 figues, 22 nouveaux chevaliers du chaos et 32 de catet. Donc vraiment très très chouette, c'est des belles figues, ça donne envie de se lancer dans le jeu, ça simplifie l'accès, je trouve que c'est top. Vous avez un nouveau livre de règles mis à jour qui là, bon pour le coup si vous aviez déjà le précédent vous allez pas vous emmerder, puisque vous avez juste à imprimer les errata si vraiment vous les voulez en papier. Vous avez plein d'applications tierce partie qui ont les règles en numérique si vous préférez ça, mais pour ceux qui démarrent dans le jeu, nouveau livre de règles à jour, c'est super. Vous avez un petit compagnon du général pour Battle March, ça c'est un peu leur mode patrouille finalement, c'est le mode patrouille de Old World, on en parlera juste après, qui ouvre aussi beaucoup de portes pour démarrer le jeu, pour s'intéresser au jeu sans avoir besoin d'acheter 200 figurines pour faire une armée, donc ça c'est vraiment chouette aussi. Vous avez aussi de manière très intéressante des objets magiques sous forme de cartes, et des sorts sous forme de cartes. Ça, c'est quelque chose que vous connaissiez peut-être si vous avez joué à Warhammer Fantasy il y a des années, à l'époque, enfin avant que ça soit fermé et remplacé par Age of Sigmar. Vous aviez des... moi, je me rappelle même d'avoir acheté pour la boîte, c'est la boîte de Bretonien versus Homme Lézard, il y avait une boîte magie qui avait les templates de sorts, qui avait toutes les cartes de sorts, qui avait des objets magiques dedans, etc. Et c'était génial parce que bah, pour son armée, on avait nos petites cartes de sorts devant nous, nos petites cartes d'objets magiques pour savoir qu'est-ce qu'on avait. C'est pratique, c'est simple, c'est utile, et donc ça, c'est vraiment génial de les avoir ressortis sous format carte aussi. Old World, c'est un jeu pour plutôt les vieux cons comme moi, mais ça a l'air d'intéresser de plus en plus de monde qui démarre aussi dans le jeu. Et les vieux cons, bah on aime bien avoir du papier des fois quand même, mine de rien, juste une référence papier plutôt que de devoir faire 37 allers-retours sur une appli, d'autant plus que pour Old World, Games Workshop ne fournit pas d'appli officielle. Donc avoir une référence papier, c'est sympa, il y a plein d'applis tierce party qui marchent très bien, mais globalement ça c'est quand même vraiment sympa aussi, puis ça donne un petit côté plus tactile pour votre jeu, ce qui est sympa. Et vous avez, si vous n'avez pas, si vous jouez à Old World, en fait, vous avez une mission secondaire, une espèce de secondaire que vous pouvez avoir qui vous demande d'avoir votre chariot de provision pour votre armée et de le défendre, ou d'attaquer le chariot de provision et de détruire celui de votre adversaire. La plupart des gens ont déjà converti le leur de manière vraiment cool ou fait des impressions 3D, mais si vous aviez la flemme ou que vous n'aviez pas trouvé une impression 3D qui vous plaise, eh bien vous pouvez acheter ceux-là qui sont quand même
méga génériques pour le coup. Ils marcheront pas trop avec les armées elfiques parce qu'il y a pas un cheval qui ressemble à un cheval elfe. Et puis bon, les chariots sont quand même pas dingos. Donc ça va vous coûter très cher pour pas grand chose. Je pense que si vous voulez vous faire vos petits chariots, vous avez plutôt intérêt à trouver une impression 3D sur Etsy qui vous coûtera moins cher et qui sera vachement plus jolie. Bon, on a aussi des trucs pour le jeu Seigneur des Anneaux, qui a un des systèmes de jeu les plus cool, mais qui, bon, a des figurines douteuses, on va dire. Vous pouvez acheter des Cavaliers du Rohan, qui sont a priori les nouveaux, hein. Je crois que ce sont les nouvelles figues, si je ne m'abuse, celles qui sont sorties avec la boîte de lancement. Vous avez les Commandants du Rohan, qui pareil doivent être de nouvelles figurines aussi. Et puis vous avez des commandants, des hommes des plaines, des collines, qui pareil sont plutôt jolis. Je sais pas trop s'il y a un potentiel de conversion avec les figurines Seigneur des Anneaux pour que ça soit fantasy ou 40 000, parce que les proportions ont jamais vraiment été les mêmes. Ils sont pas vraiment à l'échelle héroïque de Warhammer Fantasy, Age of Sigmar et autres. C'est-à-dire que souvent vous avez des proportions plus humaines, avec des mains plus fines, avec des visages et des têtes un petit peu plus petites, des proportions plus naturelles et un peu moins exagérées que sur les autres jeux, donc souvent ça s'intègre moyennement dans le reste des gammes, mais je suis sûr qu'il y a quand même des pièces que vous pourrez utiliser si vous aviez envie, ce qui est plutôt sympatoche. Bon, donc ça c'est pour les précommandes, majoritairement du Old World, et on va en parler juste maintenant, parce que je trouve que ce qu'ils ont fait avec Old World, là, c'est vraiment ce qui peut donner un élan à ce jeu, encore plus que ce qu'il a déjà, puisque c'est un jeu qui semble relativement populaire déjà. Bon, Old World, moi, c'est un jeu auquel j'ai envie de jouer. J'avais démarré une armée d'elfes sylvains, j'avais pas peint grand chose, j'avais peint des lanciers, des archers et un mec sur un aigle qui était une impression 3D. J'ai tout revendu parce que ma pile de la honte atteignait les 400 figurines et que je savais que j'allais jamais trouver le temps de m'y intéresser, vu que c'était en plein milieu du moment où je m'occupais de la L3, d'essayer de participer à la L3, de commencer à bosser des armées pour la V11, j'avais mes Emperor Children qui étaient pas très avancés, j'avais mon Admech de l'hérésie qui était pas avancé non plus, donc j'ai dit bon, il faut que je fasse un choix, et j'ai décidé de revendre la partie Elfe Sylvain pour être tranquille. Maintenant, ça reste un jeu que j'ai envie de démarrer à un moment, et ce qu'ils ont fait avec cette, on va dire cette version 1.5 là qui nous sortent, eh ben c'est super intéressant. Bon, déjà, le set de lancement, bah ça c'est vraiment indispensable pour tout jeu qu'on veut populariser. Avoir une boîte qui a de quoi jouer directement, immédiatement sur la table à deux joueurs, c'est top. Vous pouvez partager le coup entre deux joueurs, chaque joueur a son armée, vous avez un livre de règles, vous avez toutes les règles, vous avez des dés, vous avez des réglettes, vous avez tout. Vous pouvez jouer dès à présent direct au jeu, et ça c'est génial. Quand ils ont lancé Old World initialement, vous aviez juste deux gros sets de lancement, un set bretonien et un set Roi des Tombes. Le problème, c'est que d'une part, c'était des très vieilles figurines, hein, c'était les figurines de l'époque de Warhammer Fantasy. Il y en a un paquet qui tiennent pas la route, hein. Les squelettes, voilà, je sais que certains les aiment bien, mais ils sont juste immondes. Les bretoniens, les chevaliers, ils ont quand même pris un gros tarif aussi. Et donc, quand vous mettez ça côte à côte avec les autres produits de Games Workshop dans un magasin, ou les produits d'autres jeux même, bah, ça paraît quand même vraiment vieillot. Et en plus, il fallait investir dans un set entier qui avait presque une armée entière, et votre pote n'avait pas de quoi jouer non plus. Donc il fallait que chaque joueur dépense 200 plus euros pour pouvoir démarrer. Alors que là, vous allez avoir un set qui va être, je pense, aux alentours du prix d'un bataillon, sauf que ça vous permet de jouer directement au jeu. Et ça ouvre vraiment la porte à des gens qui veulent démarrer, mais qui connaîtraient pas bien le jeu. Bon, Old World, initialement, je pense que quand ils l'ont lancé, ils se sont dit, c'est un jeu qui ne va parler qu'aux vieux qui ont joué à Warhammer Fantasy il y a plus de 10 ans, et donc ils sont pas forcément fait des efforts de ouf. Ils se sont dit, je pense, la plupart des gens qui voudront y jouer ont soit déjà leur armée qui traîne dans un placard et vont la ressortir, soit de toute façon ils s'en foutent que ça soit des vieilles figues, parce que bah, ils s'en foutent, c'est le jeu qu'ils ont connu, c'est la nostalgie, ça va fonctionner, et puis de toute façon je pense qu'on leur a pas donné de budget non plus pour faire des méga refontes à l'époque, c'était plus un essai, si ça repart tant mieux, si ça repart pas, on peut s'arrêter là avec ces règles-là et ces premiers bataillons, et laisser tomber derrière, comme ils l'ont fait pour énormément de jeux hein, chez Games, hein, les jeux spécialistes qui sont pas faits par le studio qui s'occupe de 40 000 et Age of Sigmar, en général, ils sortent, ils tiennent 4, 5, 6 ans, et après ils sont mis en mode maintenance et on n'y touche plus. Il y a que les Residorus et Old World qui ont l'air de tirer un peu leur épingle du jeu là-dessus, peut-être Necromunda aussi, Blood Bowl, voilà, c'est les plus petits jeux, mais les gros jeux de figurines, en général, ils sont assez vite abandonnés parce que bah, y a pas de soutien, il n'y a pas de support réel au fur et à mesure. Old World, ça a été différent, parce que quand ils l'ont lancé, ça a cartonné direct.
Il y a des endroits où personne n'y joue, ça c'est certain, mais il y a aussi des endroits où c'est pratiqué à mort. Nous, on l'a vu hein, dans notre asso local, depuis que c'est sorti, on a plus de gens quasiment, chaque semaine, ça même pas quasiment, c'est sûr, on a plus de gens chaque semaine qui jouent à Old World que de gens qui jouent à Age of Sigmar. On a plein de gens qui ont mis en pause Warhammer 40 000 complètement pour jouer à Old World. On a des tournois Old World où il y a du monde. On a une communauté Old World qui fonctionne bien. Ça, c'est pas représentatif de toute la France ou tout le monde entier, mais c'est un jeu qui cartonne. Et je pense que ça a surpris Games Workshop, et donc ils sont en train de faire un pivot pour essayer d'ouvrir le jeu à plus de nouveaux joueurs maintenant aussi. Et donc ce pivot, bah, c'est évidemment le nouveau set de démarrage avec non seulement deux armées qui sont toutes belles, donc quand vous les mettez côte à côte vis-à-vis des autres produits de Games Workshop, bah, tout de suite on se dit waouh, ok, là ça pète, là c'est classe, c'est un jeu qui donne envie de jouer. Les nouveaux guerriers du chaos, ils sont dingos, ils sont vraiment beaux. Les chevaliers du chaos, que ça soit monté à pied, les chevaliers, oui, enfin tous les chevaliers du chaos, que ça soit des seigneurs, des personnages, je veux dire, le moindre mec a une tête de personnage pour n'importe quelle autre armée de n'importe quel autre jeu. Les guerriers du chaos, ils sont vraiment cool, vraiment stylés. Alors ils les ont pas avec un schéma que je trouve très terne, qui marche potentiellement, mais qui, moi, je trouve fait pas tant que ça ressortir les détails. C'est des figurines qui sont magnifiques. Le nouveau dragon du chaos, il éclate toutes les figurines Age of Sigmar, alors qu'en général, Age of Sigmar, c'est considéré comme peut-être les meilleurs sculpts possibles. Là, vous avez un truc qui juste met la misère à tous les autres jeux Games Workshop en termes de classe et de look. Donc vraiment, ils ont cartonné avec ça. Et clairement, c'est aussi fait pour essayer de donner envie à plus de nouveaux joueurs de se lancer dans le jeu, probablement parce que le succès d'Old World les a pris de court. Je pense qu'ils s'attendaient pas à ce que ça marche autant. Et du coup, on voit aussi ces petites règles de Battle March, qui vont être incluses dans le nouveau livre de règles, qui sont ce petit mode de jeu un peu patrouille finalement, qui vous permet de jouer de 400 à 700 points a priori de ce qu'ils avaient dit, et qui vous permet d'aligner des plus petites armées sur la table, et donc de commencer à jouer plus vite, sans vous empêtrer dans 12 millions de petites règles, etc. Ce qui est important, parce que Old World c'est un jeu qui est quand même dense en termes de règles, hein, qui peut être un peu complexe, un peu touffu, et donc avoir un mode de démarrage plus simple qui est prévu pour, c'est vraiment bien. Et donc vous avez ce petit compagnon qui va vous ajouter en plus quelques scénarios, règles spéciales, etc. Je trouve que c'est top. Et donc on voit maintenant aussi qu'ils sortent des boîtes plus accessibles, des boîtes de patrouille, hein, mine de rien, pour ces armées. Donc vous avez cette boîte de patrouille KO qui contient la même chose que le set de démarrage, a priori, et puis cette boîte de enfin non, d'ailleurs, il y a même plus de choses, parce que vous avez des maraudeurs dedans, un sorcier à pied, donc je pense que vous avez un petit peu plus de figurines, et un set de démarrage Kate, vous avez voilà une belle pièce centrale qui est votre lord sur son je sais plus comment il s'appelle, le machin là, le longma, voilà, et puis un petit peu plus de figurines. Donc ça vous fait une patrouille de démarrage, je pense que même là on doit pas être loin des 1000 points hein, par boîte, probablement, vous avez une demi-armée quoi, quasiment. C'est répétable, vous pouvez clairement en acheter deux pour vous faire une armée complète si vous avez envie, et donc je ne serais pas étonné qu'on voit assez rapidement les autres armées recevoir une mise à jour de leur gamme et une patrouille qui accompagne. Alors, assez rapidement, dans la timeline de Old World, hein, donc ça va prendre des mois, c'est pas comme Warhammer 40 000 où il y a des sorties toutes les 3 secondes, c'est pas aussi gros comme jeu, mais je serais très étonné qu'on ne voit pas une refonte de l'Empire, qu'on ne voit pas une refonte des elfes sylvains, une refonte des hauts elfes, qui remet au goût du jour les plus anciennes figurines, et puis qui vous sort une boîte de patrouille avec ce qu'il y a dedans. Il y a plein d'armées dans lesquelles ça tient déjà assez bien la route, mais voilà, Roi des Tombes, ça ferait pas de mal, aux elfes, il y a certains trucs qui sont un peu grosses mains, elfes sylvains, les archers et tout sont vraiment infects, il y a plein de choses qui seraient bon de voir remis au goût du jour, d'autant plus que les prix pour Old World sont pas délirants, même quand ils font ces mises à jour, même quand ils sortent de nouvelles figurines, on n'est pas sur des tarifs débiles par rapport aux autres jeux de Games Workshop. Donc, vraiment, je pense que c'est un super pas en avant pour ce jeu. Et je suis sûr que ça va ouvrir la porte au jeu à beaucoup plus de monde, parce que quand votre investissement de départ c'est une patrouille, imaginons à 150 € peut-être, pour toutes ces figurines, bah vous démarrez quand même sur les chapeaux de roue, avec une demi-armée à 150 balles, qui vous permet de vous lancer tout de suite les règles disponibles relativement facilement sur n'importe quelle application, ou ce set de départ qui vous permet de partager le jeu entre deux joueurs et de vous lancer, bah franchement c'est cool, c'est plus facile de démarrer, c'est des belles figurines qui donnent envie, et je pense que ça va clairement motiver des gens à se lancer dans le jeu. Ça sera plus motivant quand toutes les armées auront leur set de départ, et enfin leur boîte de patrouille un peu, et des figurines remises au goût du jour bien sûr, mais en attendant je trouve que ça ouvre vraiment des portes au jeu. Je pense que Games Workshop a été surpris par le succès de Old World, je pense qu'ils s'attendaient à faire une petite sortie comme ça. Il y a clairement eu des conflits, même en interne, puisque on a vu les maraudeurs Age of Sigmar sortir, puis les maraudeurs Old World juste après. Donc à mon avis,
les skulls d'Age of Sigmar étaient prévus pour Old World. Finalement, ils ont dit non, 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 c'est des nouvelles figues, Old World, c'est les vieilles figues, on s'en fout. Et le studio Old World a dit, bah tu sais quoi, on va faire les nôtres. Et puis, tant pis, vous voulez pas nous filer les maraudeurs, vous voulez les mettre Age of Sigmar, bah nous on en fait pour nous aussi. Et genre, 5 mois ou 6 mois après, ils sortaient leurs propres maraudeurs. Je pense qu'il y a des conflits internes liés à ce jeu parce que bah, vous avez deux jeux fantasy et il y en a clairement un qui est en train de grandir beaucoup plus vite que l'autre, hein. Je pense que Old World prend de la vitesse plus vite que Age of Sigmar. Age of Sigmar est probablement plus gros mondialement que Old World encore, mais je sais pas si ça va durer parce que j'ai l'impression qu'il y a un vrai engouement autour de Old World et je le comprends parce que moi quand je vois un jeu fantasy, je pense pas à un jeu où j'ai 5 gros monstres sur la table et 4 petites unités où il faut aller prendre des objets, je pense à des batailles rangées, je pense aux batailles du Seigneur des Anneaux, je pense à des phalanges de bonhommes qui avancent avec de la cavalerie qui charge sur les flancs, des dragons, des machines de guerre qui attaquent en rang serré, etc. Et Old World retranscrit ce feeling beaucoup mieux qu'un jeu comme Age of Sigmar qui est ni plus ni moins qu'un 40 000 versions fantasy, où les figurines sont un peu plus éclatées sur la table, moins en cohésion, voilà, ça représente moins une bataille telle qu'on l'a dans notre esprit. C'est plus une escarmouche qu'une bataille rangée. Et donc si on veut de la bataille rangée, c'est Old World, et je pense que ça participe au succès de ce jeu, et ces nouveaux lancements vont clairement aider aussi. Bon, je voulais parler ensuite de Warhammer Academy. Alors c'est un truc qu'ils ont annoncé dans leur petit reveal là de la semaine dernière, enfin ou leur gros reveal en fonction de si vous trouvez que c'était décevant ou pas. Warhammer Academy, ça va être globalement leur point d'entrée pour le hobby et pour le jeu. Globalement, ils vont vous filer tout un tas de vidéos. Alors j'imagine que ces vidéos sont réutilisées déjà de ce qu'ils ont déjà produit sur YouTube ou sur Warhammer+, à mon avis, mais ils vont lancer tout un tas de trucs sur Warhammer 40 000, ils vont étendre sur Warhammer Age of Sigmar aussi, et ça va parler non seulement de l'historique du jeu, du lore donc, ça va vous parler aussi de comment assembler, comment peindre les figurines, ça va vous parler de comment jouer, il y aura des explications sur les bases du jeu, de comment ça se joue, etc. Et c'est gratuit sous forme de site internet. Ils n'ont pas dit s'ils feraient une appli aussi pour référence, mais j'imagine que vu que l'appli, vous avez déjà l'appli 40 000 pour tout ce qui est règles, ils le feront sans doute pas. Bon, intéressant, mais je suis pas persuadé qu'ils apportent quelque chose de très utile par rapport à ce qui existe déjà sur internet. Alors je vais prêcher pour ma paroisse de youtubeurs qui fait déjà des vidéos explicatives sur les règles, etc. Alors moi je couvre pas le lore, l'aspect hobby je le couvre que dans ces récaps de la semaine, mais en général je fais régulièrement des petites vidéos sur comment on joue à tel truc, comment ça fonctionne telle règle, des petites astuces, etc. Donc là, ils vont un peu marcher sur cette niche-là, ce que je trouve très bien, parce que leurs jeux sont denses, sont compliqués, hein, même si par rapport à plein d'autres jeux, ils sont vachement simples, mais globalement, pour quelqu'un qui n'a jamais joué à un wargame, jouer à Warhammer 40 000, c'est un petit peu compliqué, enfin, il y a plein de trucs à réfléchir, c'est pas simple. Donc, s'ils peuvent éclaircir un peu tout ça et ouvrir la porte à plus de monde, c'est top. D'autant plus que ça va probablement coïncider à peu de choses près avec une sortie de la série avec Henry Cavill, à un moment ça va finir par arriver ce truc, et donc au moment où ça arrive, le fait que tous les gens qui sont intéressés aient une porte d'entrée simple, qui dédramatise le côté oui, il faut que tu colles tes figurines si tu veux jouer au jeu, oui, il faut que tu les peignes, mais regarde, c'est pas si compliqué, t'as une bombe de peinture bleue, ensuite tu mets une encre dessus, et ensuite tu fais un petit brossage en bleu plus clair, et en fait c'est pas dur d'avoir une armée d'ultramarines qui ressemble vaguement à quelque chose, donc finalement, c'est pas si difficile. Dédramatiser aussi les règles pour quelqu'un qui lirait le PDF et qui dit oh là là, c'est quoi ce truc, je comprends rien. Avoir une petite vidéo explicative de 5 minutes, c'est très bien. C'est du contenu qui existe déjà sur internet par plein de youtubeurs, etc. Mais avoir le contenu officiel de l'éditeur, ça rassure aussi sur le fait que c'est plus facile. Je pense que la plupart des gens qui jouent déjà au jeu ne visiteront ce site qu'une fois pour voir à quoi ça ressemble et n'y retourneront jamais, parce qu'ils connaissent déjà la majorité de ce qu'il y a dessus. Mais pour les nouveaux entrants dans le jeu, les gens qui connaissent pas et qui découvrent, avoir cette porte d'entrée officielle, ça donne l'impression que c'est plus facile. Parce que quand on a un jeu ou un sujet qui nous passionne, mais qu'on ne trouve rien d'officiel dessus et qu'on trouve que des vidéos d'autres personnes qui l'ont fait sur internet, des youtubeurs comme moi, peu importe, c'est pas rassurant, parce qu'on se dit, bah, l'éditeur lui-même, il est même pas au clair sur comment ça marche, c'est d'autres gens qui sont obligés d'expliquer comment le jeu marche, c'est quoi ce bordel? Moi, je vois régulièrement des commentaires, dans ma section de commentaires, qui dit putain, c'est quand même dingue que vous ayez besoin de faire une vidéo là-dessus pour l'expliquer, je comprends pas pourquoi les règles sont aussi confuses. Elles sont pas du tout confuses, je pense que l'éditeur pense que les règles, elles sont méga simples et que donc il n'y avait pas besoin de les expliquer. Sauf qu'en fait, on se rend compte qu'il y a plein de subtilités attachées à ça. Si ces subtilités sont expliquées dans les vidéos, c'est très bien. Si ce sont des vidéos méga basiques du style voilà comment vous faites votre mouvement, mesurez du bout du socle jusqu'au bout du socle, mais que ça ne rentre jamais dans attention aux 2 pouces d'engagement, attention au placement des figurines, attention à ne pas coller une unité derrière une autre pour pas se faire consolider dessus, si ça rentre pas là-dedans, ça sert à rien, ils apporteront rien d'utile et d'intéressant.
Si par contre il rentre un petit peu dans les tactiques et dans les trucs à ne pas oublier, je pense que c'est une vraie aide pour les nouveaux joueurs, et donc je trouve que c'est très bien. Faudra voir jusqu'où ça va. Quel est le niveau de profondeur, entre guillemets, de ces vidéos? Est-ce que c'est vraiment pur débutant, et dans ce cas-là, je pense que ça n'a pas vraiment d'utilité? Ou est-ce que c'est un tout petit peu plus détaillé, et dans ce cas-là, je pense que ça apporte vraiment de l'intérêt aux nouvelles personnes qui veulent démarrer le hobby? Dans les deux cas, je pense que ça dédramatise Warhammer 40 000 un petit peu, au moins sur l'aspect hobby, assemblage, coller, peindre, etc. Combien de figurines t'as besoin? Je pense que ça simplifie l'accès au jeu quand c'est l'éditeur qui te donne tout ce contenu. On verra ce que ça donne quand ça sortira, évidemment. Le sujet suivant, c'est une petite partie que j'ai faite en Emperor Children contre des Tyrannides de mon pote. C'est la première partie en V11 de mon pote qui joue Tyrannide, il joue aussi une armée d'Eldar, donc il voulait tester un petit peu, donc il a joué détachement Vanguard et Vanguard Invaders, donc il avait avancé charge, replié charge sur quasiment toute l'armée parce qu'il ne jouait quasiment que des unités avec le bon mot-clé. Et puis il avait pris aussi le détachement qui booste les lictors, neurolictors, etc., qui les rend un petit peu plus efficaces quand ils attaquent des unités cachées et autres. Et donc il avait une horde, une marée de trucs sur la table, et moi, Emperor Children, j'avais mon Defiler, j'avais des Seigneurs Exultants avec un Fractor, parce qu'on est obligé de les jouer en Emperor Children, il n'y a rien d'autre, j'avais 2 packs de Noise Marines, 2 Rhino, et également un pack de 6 lames infaillibles, un pack de 3 lames infaillibles, et 2 packs de 2 enfants du chaos, et je crois que c'est tout, c'est déjà pas mal. Bon, partie marrante, moi je jouais en Purge the Foe, et lui en Reconnaissance, donc éliminer l'adversaire versus Reconnaissance, donc moi je devais consacrer les objectifs, et lui devait les trianguler. Au final, j'ai eu le tour 1, mon Defiler a fait une avance à 6, et ensuite il a réussi une charge à 12. Donc en fait, il a traversé la table, tour 1. Alors, il a tué un pack de bondisseurs de Von Ryans au tir, il a quasiment tué un Neurolictor au corps à corps, mais il a pas réussi à le finir de manière assez décevante. Et ensuite, il s'est fait gangbanger par 2 packs de Gene Stealer et Broodlord. Il est mort, il a explosé au milieu des 2 packs en faisant du coup ses décibles et surmortels en destruction néfaste. Et derrière, bah, j'ai juste fait push de toute mon armée, all-in complet, et ça a été juste un carnage absolu. Et au final, bah, on s'est vraiment bien marré pendant toute la partie. Même mon adversaire, qui du coup, bah, T3, avait plus grand chose sur la table, il m'a dit qu'il avait passé un super moment et que c'était vraiment marrant. Et je pense que c'est quelque chose que je suis en train de ressentir à chaque partie que je fais en V11 par rapport à la V10. C'est que vraiment, le système de règles a pas changé tant que ça. C'est vraiment, ça se joue pareil sur la table, à peu de choses près, sur les mouvements, sur les charges. Il n'y a pas de grosses différences. Par contre, les missions primaires font toute la différence sur le fun qu'on a à jouer à cette version. Parce que à aucun moment dans cette partie, je me suis dit, je vais devoir faire un mouvement qui m'intéresse pas. Il n'y a pas un moment où je me suis dit, bon bah là, narrativement c'est débile que mes mecs restent en arrière, mais ils vont le faire parce que j'en ai besoin pour scorer tel truc. À aucun moment j'ai eu besoin de faire ça dans cette partie, et dans aucune des parties que j'ai joué en V11, il n'y a pas un moment où je me suis dit, je vais faire ce mouvement complètement nul, mais parce que ça va me scorer 5 points. Tous les trucs que j'ai fait dans cette partie, et dans les parties précédentes que j'ai joué en V11, sont des mouvements normaux pour mon armée, des choses que des Emperor Children auraient fait. Avancer, charger, avancer, tirer, se balancer au corps à corps contre un truc. C'est des trucs qu'ils auraient fait, que si on se projette dans l'univers de Warhammer 40 000, ils auraient fait ce genre de truc. Il n'y a pas un moment où je me suis dit, bah je vais faire replier mon unité, elle va rester sur le bord de l'objectif juste pour t'enlever 5 points. Parce que c'est pas nécessaire, parce qu'on n'a plus besoin de s'asseoir sur des objets pendant 5 tours et de croiser les doigts pour pas crever, sauf si vous jouez en take and hold, qui est plus ou moins la manière de jouer en prendre et tenir, qui est la manière de jouer de la V10. Mais globalement, sinon, bah, vous pouvez toujours avoir on va dire une congruence, une correspondance entre votre liste et ce que vous devez faire sur la table. Puisque la liste que vous faites, elle dépend d'un détachement, qui vous donne une disposition, donc qui vous donne vos missions primaires, et donc votre liste, comme elle doit marcher pour ce détachement, bah elle doit marcher pour vos missions primaires. Vous construisez la liste pour jouer à ces missions. Et donc votre liste, elle fait toujours les trucs pour laquelle vous l'avez construite, sauf éventuellement certains secondaires, si vous vous forcez à les faire absolument autour où vous les tirez. Mais comme vous les gardez dans votre main de toute façon, si ça correspond pas à ce que vous aviez en tête, vous pouvez laisser ce secondaire de côté, ne jamais le faire, ou le faire plus tard dans la partie quand ça vous paraît moins débile. Mais du coup, la liste est alignée avec ce que vous faites sur table, et donc immédiatement dans le cerveau, dans l'imaginaire du joueur, eh bien on a l'impression que notre armée fait ce qu'elle est censée faire. Si vous avez pris une armée qui est faite pour s'asseoir sur les objectifs, ne pas bouger et tanker, c'est ce que fait votre armée parce que c'est comme ça que vous gagnez la partie, c'est comme ça que vous marquez des points. Si votre armée, vous l'avez construite pour aller massacrer du monde, et vous jouez donc en Purge the Foe, en éliminer l'adversaire, eh bien votre armée, c'est ce qu'elle va faire sur la table. Vous allez avoir envie de charger tout droit, de taper, de tabasser, de tirer, d'exploser des trucs.
Et si vous avez fait une armée qui est faite pour contrôler la table, faire des petits sabotages, des machins, c'est ce que vous allez faire avec vos missions primaires. Et donc, instantanément, vous avez cette adhésion entre la liste, la mission, et du coup, il reste que les secondaires alignés, mais comme vous n'avez pas besoin de les scorer instantanément, ça marche très bien. Et donc, à moins d'avoir mal construit sa liste pour ces missions, ce qui évidemment peut arriver, vous jouerez toujours à une partie de Warhammer où vous n'avez pas l'impression que votre armée est juste restée assise à cueillir les pâquerettes. Et ça, je trouve que c'est juste une amélioration fois 25 000 par rapport à la V10, puisqu'en V10, vous aviez fait une liste qui devait être capable de faire le rituel, et donc rester sur des objets et éventuellement créer et donc tenir des trucs. Vous aviez, ou c'était créer des objets supplémentaires, vous aviez le prendre et tenir de base, vous aviez le truc où il fallait et défendre votre chez vous et prendre le milieu, vous aviez le truc où il fallait potentiellement tuer des adversaires plus que l'adversaire vous en a tué, et donc votre liste elle devait être capable de répondre à tout ça. En général, elle n'était pas capable de répondre à tout ça, vous l'aviez guidée sur un truc qui vous faisait marrer. Et si vous tombiez sur une mission qui collait pas à ça, vous aviez l'impression que votre armée faisait pas du tout ce qu'elle était censée faire. Et il y avait des armées, vous jouiez World Eaters, vous tombiez sur un scénar où il faut tenir sur les objets, donc il y avait plein de tours où vos berserkers qui bougeaient pas. Ils restaient là, assis sur l'objectif, derrière un mur en attendant, et c'est pas du tout comme ça qu'on voit votre armée. Là, World Eaters, vous les jouez en Purge the Foe, vous allez tout droit, et vous tabassez l'ennemi, et c'est ce que votre armée est censée faire, et rien que pour ça, c'est instantanément plus amusant sur la table. Bon, là, la partie en question, ça a été un bain de sang, mais on s'est tous les deux marrés, hein. Il m'a dit à la fin de la partie, écoute, je me suis fait éclater, mais c'était marrant, on s'est marré, c'était cool. La table qu'on a faite, elle est méga basique, mais elle rend plutôt bien, juste parce que les bâtiments ont l'air à peu près alignés. Donc quand vous représentez une ville en ruine, vous n'avez pas des bâtiments qui sont tous de traviole les uns par rapport aux autres, ce qui ne ressemble pas à une ville la plupart du temps. Là, vous avez des bâtiments qui sont à peu près cohérents en termes de placement, avec des lignes de défense qui sont des barricades et des choses qui ont été rajoutées après. Donc rien que tout ça, en fait, je trouve que ça rend le jeu plus agréable à jouer. C'est un peu plus complexe au début, mais globalement, c'est quand même vraiment, vraiment plus fun. Bon, et on va finir avec ce que j'ai peint. Alors cette semaine, j'ai peint mes 10 Sanctifiers pour les agents de l'Imperium. C'est les figurines officielles de Games, pour le coup. Très compliqué à peindre ces unités mixtes, où il n'y a pas deux mecs qui sont censés avoir le même uniforme, parce qu'il faut trouver un schéma de couleur qui unifie un peu les teintes, parce que si on en a un qui a une robe noire, un qui a une robe verte, un qui a une robe bleue, etc., l'unité ressemble à rien sur la table. Donc il faut trouver des codes couleurs à peu près équivalents, les varier sur chaque élément, et c'était pas évident. Moi j'ai tâtonné, j'ai essayé de reproduire un peu le truc de Games, mais je trouvais pas les bonnes teintes, donc je suis repassé sur mes oranges, bruns plusieurs fois, sur mes robes un peu marron plusieurs fois. Je suis globalement plutôt content de ce que ça rend maintenant, mais ça a été assez compliqué et c'est très très long à peindre parce qu'on peut pas juste dire bon ok, toutes les armures bleues, 10 figurines, toutes les armures bleues, les épaulettes blanches, les épaulettes blanches, l'arme en noir, l'arme en noir. Là vous avez un mec qui a de lance-flammes, un mec qui a une tronçonneuse, un mec qui a un sac à dos, qui a pas les mêmes items que l'autre mec qui a un sac à dos, vous avez un chérubin qui vole, une nana qui a une robe spéciale avec des stigmates de Jésus, bref, il y en a pas une qui se ressemble, enfin il y en a 2 ou 3 qui se ressemblent et c'est à peu près tout. Très long à peindre, mais plutôt fun, plutôt intéressant, parce que c'est plus varié que juste de faire 10 fois le même Space Marines, donc plutôt sympa. J'ai aussi bien entamé mon Defiler pour l'Emperor Shield Run, j'avais commencé à le magnétiser, puis j'ai vraiment eu la flemme. Il est chiant à magnétiser, il faut couper des bouts, il faut faire des petits supports dans les armes pour mettre les canons, les machins. J'ai laissé tomber, j'avais pas les aimants de la bonne taille, etc. Donc je me suis dit, tu sais quoi, on s'en fout. Tu le colles, il aura une belle pose tout le temps, il aura son électrofléau et son canon laser, et quand je le jouerai, je dirai quelles armes il a, et la plupart des adversaires n'en ont rien à foutre de toute façon de quelles sont les vraies armes collées ou pas. Donc ça sera très bien comme ça, et je trouve que du coup il a une belle pose bien dynamique, j'ai mis un peu les jambes au pif, j'ai pas forcément suivi le guide d'assemblage, du coup il a une pose qui marche bien je trouve, il a une patte qui est posée sur un élément de décor, une autre patte qui est levée comme s'il était en train de marcher, je trouve que c'est, voilà, il a l'air relativement dynamique pour cette espèce de gros crabe, comme s'il était en train un peu de courir et d'escalader des bouts de mur, donc je suis assez content, bon il est pas fini, hein, donc on le terminera cette semaine, et vous le verrez complètement terminé la semaine prochaine, parce que là il est encore à l'étape barbouillage, je viens juste de mettre une encre, il y a plein de trucs qui sont pas propres, il y a pas d'éclaircissement, il y a rien, donc c'est pas beau. Bon, et voilà pour ce récap de la semaine. Donc c'était très Old World, hein, mais vous me direz ce que vous en pensez si vous jouez à Old World. Est-ce que vous avez le ressenti, vous aussi, qu'il y a ce pivot vers l'ouverture vers plus de nouveaux joueurs, ou est-ce que au contraire vous pensez juste que c'est pour continuer à soutenir les joueurs existants et leur vendre toujours plus de nouvelles figues? Vous me direz ce que vous en pensez. Si vous avez joué déjà en V11, une ou plusieurs parties, est-ce que vous avez le même ressenti plus facile de se projeter un peu narrativement, quelle que soit la game, même si vous suivez très mécaniquement les déploiements, le layout, la mission, etc. Finalement, chaque bataille est plus explicite, ressemble plus à ce que vous auriez en tête. Vous me direz si vous êtes d'accord avec ça.
Et puis si vous avez peint des trucs, bah n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi. Donc, bah merci d'avoir regardé. Comme d'hab, vous avez le lien MyHobbyPlace pour précommander ou commander tout ce qui vous intéresse. Vous paierez moins cher que chez Games Workshop. Et si vous sélectionnez la chaîne au moment de payer, ça me reverse une petite commission. Et puis vous avez aussi la page Tipeee qui nous permet de continuer à faire toujours plus de vidéos, à payer l'autre Nico et les vidéos qu'il fait aussi. Merci à tous les tipeurs qui nous soutiennent déjà, le lien est lui aussi dans la description. Et puis tous les boutons YouTube, la zone de commentaires, vous savez comment ça marche. Merci à tous d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!